Lors du 85e anniversaire de ma grand-mère, ma femme m'a chuchoté, « Prends ton sac. On s'en va. » Quelques minutes plus tard, dans la voiture, elle a verrouillé les portières et s'est mise à trembler, « Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison. » J'ai appelé la police. Ce qu'ils ont découvert a plongé toute ma famille dans la panique. Les ongles de ma femme s'enfonçaient dans mon avant-bras assez fort pour laisser des marques. « Il faut qu'on parte » a chuchoté Sarah, son souffle brûlant contre mon oreille. Tout de suite, ne pose pas de questions. Prends juste ton manteau et sors. Nous étions debout dans le salon de ma grand-mère Hélène pour sa fête d'anniversaire. 43 personnes s'entassaient dans la maison, tantes, oncles, cousins, voisins. Un immense fraisier trônait sur la table de la salle à manger, avec un glaçage blanc et des roses en pâte d'amande et plans joyeux 85 ans mamie Hélène. Des ballons en millard cognaient contre le plafond. L'enfant de quelqu'un pleurait dans la cuisine. Charles Aznavour chantait sur la vieille chaîne IFI. Normal. Tout était parfaitement normal, sauf que le visage de Sarah était blanc comme un linge. Ses mains tremblaient et elle me tirait vers la porte comme si la maison était en feu. Sarah, quoi? Pas ici, sa voix s'est brisée. S'il te plaît, Marc, fais-moi confiance, on doit partir maintenant. J'étais marié à Sarah depuis 6 ans. Je l'avais vu garder son calme lors de la perte de son emploi, à la mort de son père, et même après un accident de voiture qui avait détruit notre Renault. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Terrifiée, paniquée, comme si elle avait vu quelque chose qui brisait la réalité. J'ai attrapé nos manteaux sur la pile posée sur le lit d'amis, j'ai bredouillé des excuses à ma tante Sylvie disant que Sarah ne se sentait pas bien, et je suis sorti par la porte d'entrée dans la froide soirée de novembre, la main de Sarah serrée autour de la mienne comme un étau. Elle n'a rien dit jusqu'à ce que nous soyons dans la voiture, jusqu'à ce que les portières soient verrouillées, jusqu'à ce qu'elle ait démarré le moteur et quitté le trottoir. Puis, elle est restée assise au premier panneau stop, agrippant le volant, respirant comme si elle venait de courir un marathon. Sarah, qu'est-ce qui se passe bon sang? Il y a quelque chose de très grave dans cette maison. Elle fixait la rue vide droit devant elle. Ton oncle Richard, ta cousine Ambre. Je les ai entendus parler dans le bureau. Mon estomac s'est noué. Parler de quoi? De ta grand-mère. Elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Marc, ils la droguent. Ils sont en train de tout voler. Ils sont en train de la détruire. Le monde a basculé. Je connaissais mon oncle Richard depuis toujours. C'était le frère aîné de mon père, 58 ans, il travaillait dans l'immobilier, vivait dans une grande villa au Vésinet. Il s'occupait de mamie Hélène depuis 3 ans, depuis la mort de grand-père, quand elle avait commencé à avoir du mal à se débrouiller seule. Ambre était la fille de Richard, 29 ans, travaillait comme clerc de notaire, vivait avec Richard et l'aidait à gérer les affaires de mamie. C'était la famille. C'étaient les gentils, ceux qui étaient présents. Ceux qui s'assuraient que mamie allait à ses rendez-vous médicaux, payait ses factures à temps et ne prenait pas de retard sur ses médicaments. Sarah, c'est de la folie. Richard a été. Je les ai entendus. Sa voix était calme maintenant. Tranchante. Certaine. Je cherchais des toilettes. Celle du couloir était occupée. Quelqu'un m'a dit qu'il y en avait d'autres au fond. La porte du bureau était entr'ouverte. J'ai entendu la voix de Richard. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle signe ce soir, qu'elle le veuille ou non. Les jointures des mains de Sarah étaient blanches sur le volant. Ensuite Ambre a dit, j'ai déjà imité la dernière série de signatures. Elle était trop confuse pour le remarquer. J'avais la bouche sèche. Richard a dit quelque chose à propos des avocats, du timing, de s'assurer que tout soit transféré avant que quiconque ne s'en aperçoive. Puis Ambre a dit. Sarah a fermé les yeux. Pas d'erreur cette fois. Tout doit être propre. Bon Dieu. J'ai regardé par la fente de la porte. Il y avait un bureau couvert de papiers, de documents juridiques, de transferts de propriété. J'ai vu des formulaires de procuration, un testament, tous datés des 2 dernières semaines. Je suis resté assis là, essayant d'assimiler l'information, d'y trouver un sens. Peut-être que c'est une planification successorale légitime. Peut-être que mamie leur a demandé. Marc, Sarah m'a attrapé le visage, m'obligeant à la regarder. Où est ta grand-mère en ce moment même? J'ai réfléchi, visualisant la fête, le salon bondé, la salle à manger pleine de monde, la cuisine où les enfants jouaient. Je n'avais pas vu mamie, pas depuis notre arrivée.
Richard a dit qu'elle se reposait, ai-je dit lentement. Que la fête était trop stimulante, qu'elle avait besoin de calme dans sa chambre. À sa propre fête d'anniversaire? Elle a 85 ans. Elle se fatigue. C'est quand la dernière fois que tu l'as vraiment vue? Que tu lui as parlé? J'ai essayé de me souvenir. À la Toussaint. Il y a 3 semaines. Comment elle semblait? Fatiguée. Confuse. Elle posait toujours les mêmes questions. Richard a dit que c'était le vieillissement normal. Peut-être un début de démence. Sarah a redémarré la voiture, a roulé 2 rues, et s'est garée sur le parking d'une supérette. Appelle la police, Marc. Appelle-les tout de suite. Dis-leur que tu as des raisons de croire qu'une personne âgée est maltraitée. Dis-leur que tu as entendu une conversation sur des documents falsifiés. Dis-leur que tu as besoin d'un contrôle de bien-être immédiatement. Et si je me trompe? Et si tu as raison? Elle a saisi ma main. Et si on part maintenant et qu'ils lui font signer quelque chose ce soir? Et si demain elle se réveille et que sa maison ne lui appartient plus? Que son argent a disparu? Que sa vie entière a disparu? J'ai sorti mon téléphone. Ma main tremblait tellement que je pouvais à peine composer le numéro. 17. Le standard a répondu à la 2e sonnerie. Police secours, quelle est votre urgence? Je dois signaler un cas possible de maltraitance sur personne âgée. Ma grand-mère. Je pense que mon oncle la drogue et falsifie des documents. Quelle est l'adresse, monsieur? J'ai donné l'adresse de mamie, expliqué ce que Sarah avait entendu. La voix de l'opérateur a changé, est devenue plus nette, plus concentrée. Des officiers sont en route. Arrivée prévue dans 12 minutes. Restez en ligne. Êtes-vous sur place? Non, nous sommes partis. Nous sommes à 2 rues. L'agresseur présumé est-il toujours au domicile? Oui, c'est une fête d'anniversaire. Il y a 40 personnes là-bas. Monsieur, ne retournez pas à la résidence. Attendez l'arrivée des officiers. Pouvez-vous les retrouver au coin de la rue? Nous sommes revenus en voiture, nous nous sommes garés de l'autre côté de la rue face à la maison de mamie, regardant à travers le pare-brise la fête continuer, les lumières allumées à chaque fenêtre, des silhouettes passant derrière les rideaux. Quelqu'un a ouvert la porte d'entrée, probablement pour partir, et la musique s'est échappée. Des rires, les bruits de la célébration. Sarah a serré ma main. Aucun de nous ne parlait. À 19h47, 2 voitures de police ont tourné dans la rue. Phares éteints, pas de sirène. Elles se sont arrêtées devant la maison. 4 policiers sont sortis. 2 se sont approchés de la porte d'entrée. 2 ont contourné par l'arrière. L'officier devant a sonné. Longue pause. La porte s'est ouverte. J'ai reconnu la silhouette de ma tante Sylvie dans l'encadrement. Elle avait l'air confuse. L'un des officiers lui a montré son insigne, a commencé à parler. Oh mon Dieu, ai-je chuchoté. Et si on avait tort? On n'a pas tort, a dit Sarah. Sylvie a reculé. A laissé entrer les policiers. La porte d'entrée est restée ouverte. Plus de silhouettes, des voix élevées maintenant. La musique s'est coupée. Puis l'un des officiers est ressorti précipitamment, a parlé avec urgence dans sa radio, et a couru à l'intérieur. Ça, c'est pas bon, a dit Sarah. 2 minutes plus tard, une ambulance a tourné dans la rue, gyrophares allumés. Elle s'est garée dans l'allée de mamie. Les ambulanciers ont saisi leur équipement et ont couru à l'intérieur. Mon estomac est tombé au fond de la voiture. Marc, je suis tellement désolé, a chuchoté Sarah. Je suis tellement désolé. Je ne pouvais plus respirer, plus penser, je regardais juste d'autres policiers arriver, le ruban jaune être installé, les voisins sortir sur leur Porsche. Alors que les membres de ma famille commençaient à sortir de la maison en file indienne, confus et effrayés, se rassemblant sur la pelouse avant. Une 3e voiture de police est arrivée. Celle-ci portait l'inscription police judiciaire. Une femme en civil est sortie. Fin de la quarantaine, noire, portant un carnet. Elle est entrée directement. À 20h14, les ambulanciers sont ressortis. Ils avaient un brancard. Quelqu'un était dessus, petit, frêle, masque à oxygène, perfusion déjà en place. Mamie Hélène. J'étais hors de la voiture avant de réaliser que je bougeais. Courant à travers la rue.
Un policier en uniforme m'a attrapé avant que j'atteigne l'ambulance. Monsieur, vous devez reculer. C'est ma grand-mère. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Êtes-vous Mark Henderson? Note, nom adapté en contexte français, Marc Dubois par exemple, mais je garderai le nom de famille original sinon spécifié, ou un nom français courant. Disons Marc Durand pour le contexte. Oui. Le central a dit que c'est vous qui avez appelé. J'ai besoin que vous parliez au capitaine Moreau. Elle est à l'intérieur. Je dois voir ma grand-mère. Les ambulanciers s'occupent d'elle. Elle est stable, mais j'ai besoin que vous parliez au détective maintenant. Il m'a conduit dans la maison. Le salon était vide maintenant, à l'exception de 3 policiers, la détective, et mon oncle Richard. Richard m'a vu. Son visage est passé de choqué à furieux en une demi-seconde. Toi. Il a fait un pas vers moi. Un officier l'a bloqué. Tu as appelé les flics sur ta propre famille. Monsieur Durand, reculez, a dit l'officier. Qu'est-ce que tu leur as dit? Quel mensonge tu as inventé? Capitaine Moreau. Je pouvais voir son badge. Elle s'est interposée entre nous. Monsieur Richard, je vais vous demander de vous calmer. Et vous? Elle m'a regardé. Marc Durand? Oui. Venez avec moi. Elle m'a conduit au bureau. Sarah avait eu raison. Le bureau était couvert de papiers, de documents légaux en piles soignées, un ordinateur portable ouvert, des dossiers, tout étiqueté et organisé comme un système d'archivage d'entreprise. Racontez-moi ce qui s'est passé, a dit le capitaine Moreau. Depuis le début. Je lui ai tout raconté sur Sarah entendant la conversation. Sur les documents falsifiés, sur mamie cachée dans une chambre du fond à sa propre fête d'anniversaire. Où est votre femme maintenant? Dans la voiture. J'aurai besoin de sa déposition aussi. Mais d'abord, savez-vous quelque chose sur l'état de santé de votre grand-mère? Ses médicaments? Richard gère tout ça. Il a une procuration pour les soins de santé. Quand l'a-t-il obtenue? Je ne sais pas. Il y a 1 an, peut-être plus. Elle a hoché la tête, pris des notes. Votre grand-mère a été trouvée dans la chambre du fond. Elle était lourdement sous sédatif, à peine réactive. Les ambulanciers ont trouvé un flacon de prescription vide sur la table de nuit. Zolpidem, générique du Stilnox, prescrit à Hélène Durand. D'après l'étiquette, il a été délivré il y a 5 jours. 30 comprimés. Le flacon est vide. Mes jambes se sont dérobées. Je me suis assis lourdement sur la chaise de bureau. 30 comprimés en 5 jours, ai-je dit. La dose normale est d'un comprimé au coucher. Quelqu'un lui donnait 6 comprimés par jour pour la garder docile. C'est ce à quoi ça ressemble. Nous faisons des analyses sanguines maintenant, mais vu son état ou élocution pâteuse, confusion, incapacité à rester éveillé, je dirais qu'elle est surmédicamentée depuis des jours, peut-être des semaines. J'ai regardé les papiers sur le bureau, je les ai vraiment regardés. Acte de transfert de propriété, daté du 18 novembre, il y a 5 jours. Acte de donation transférant la maison de mamie d'Hélène Durand à Richard Durand. Notarié, signé avec la signature de mamie. Sauf que j'avais vu la signature de mamie toute ma vie. Carte de Noël, chèque d'anniversaire. Celle-ci était tremblante. Fausse. Les lettres trop grosses. L'angle n'allait pas, ce n'est pas sa signature, ai-je dit. Le capitaine Moreau a ramassé le document avec des mains gantées. L'a mis dans un sac de preuves. Nous aurons besoin d'un expert en graphologie pour confirmer cela. Mais entre vous et moi, j'ai vu assez de faux pour en repérer un. Elle a pointé d'autres documents. Procuration signée il y a 2 semaines. Nouveau testament signé la semaine dernière. Tous les gants la succession à Richard et Ambre Durand. Autorisation de compte bancaire. Transfert de compte d'investissement. Quelqu'un a systématiquement transféré chaque actif que possède votre grand-mère. De combien parle-t-on? D'après ce que je vois ici, la maison vaut environ 680 000 euros. Les relevés bancaires montrent des comptes d'épargne avec des soldes combinés d'environ 340 000 euros. Les comptes d'investissement encore 180 000 euros. Elle possède un bien locatif à Nice valant peut-être 500 000 euros. Nous parlons de plus de 1,7 million d'euros d'actifs. J'avais la nausée. Richard la volait. Richard liquidait sa vie entière et d'après le calendrier, ce soir était censé être l'étape finale.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a pointé un calendrier sur le bureau. 24 novembre, ce soir avait été encerclé en rouge. Note dans la marge, signature finale, transfert, clôturé compte lundi. Lundi, c'est quand les banques ouvrent. Si tout avait été signé ce soir, Richard aurait pu entrer à la banque lundi matin avec la procuration et vider chaque compte. La vente de la maison aurait été conclue mardi. Mercredi, votre grand-mère n'aurait plus rien eu. Oh mon Dieu! Monsieur Durand, je dois vous demander quelque chose. Est-ce que quelqu'un d'autre dans votre famille était au courant? Je ne sais pas. Ma tante Sylvie a vu des papiers il y a des semaines. Richard lui a dit que c'était de la planification successorale. Quelqu'un d'autre agissant de manière suspecte? Aidant Richard? Le couvrant? Sa fille Ambre. Ma femme les a entendus parler tous les deux. Le capitaine Moreau a hoché la tête. Ambre Durand. Elle est interrogée par un autre officier en ce moment. Il y a eu des cris dehors. Par la fenêtre, j'ai vu Richard sur la pelouse hurlant après les officiers. Les membres de ma famille se tenaient en grappe sur le trottoir, regardant, confus, effrayés, en colère. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. Maintenant, nous arrêtons Richard et Ambre Durand pour abus de faiblesse, fraude, faux et usage de faux, et vol aggravé. Nous saisissons tous les documents comme preuve. Nous emmenons votre grand-mère à l'hôpital pour une évaluation complète, et nous commençons à défaire les dégâts qu'ils ont causés. Pouvez-vous annuler s'ils ont déjà transféré des choses? La plupart. Les banques sont assez efficaces pour annuler les transferts frauduleux une fois que nous prouvons l'incapacité et la falsification. La vente de la maison peut être stoppée. Elle n'est pas encore conclue. Nous récupérons la majeure partie, mais ça va prendre du temps. J'ai entendu la voix de Sarah de ordonnant sa déposition à un officier. Je pouvais la voir par la fenêtre, les bras enroulés autour d'elle-même, tremblant encore. Votre femme lui a sauvé la vie, a dit le capitaine Moreau doucement. Si elle n'avait pas entendu cette conversation, si vous n'aviez pas appelé quand vous l'avez fait, tout aurait été fini avant minuit. Transfert propre, documentation légale. Le temps que quelqu'un comprenne, l'argent aurait disparu. Richard l'aurait mise dans une maison de retraite bas de gamme, probablement sans actifs pour payer un établissement privé. Elle serait morte dans un EHPAD public, pensant que sa famille l'avait abandonnée. J'ai mis ma tête dans mes mains. C'est mon oncle. Je le connais depuis toujours. C'est généralement comme ça que ça se passe. La maltraitance des personnes âgées vient presque toujours de la famille. Les gens qui ont accès, les gens en qui on a confiance. Elle a fermé son carnet. Allez, sortons. Vous allez vouloir être là quand ils emmèneront votre oncle en garde à vue. Nous sommes sortis sur la pelouse. Toute la famille était là maintenant. Mon père, le frère cadet de Richard, se tenait près de la rue, le visage blanc de choc. Ma tante Sylvie pleurait. Les cousins chuchotaient entre eux. Les voisins regardaient depuis leur porche. Richard se tenait au milieu de tout ça, argumentant avec deux officiers. C'est ridicule. Je suis son fils. Je m'occupe d'elle. Ce sont tous des documents de succession légitimes. Monsieur, votre mère a été trouvée lourdement sédatée. Le flacon de médicaments montre qu'il devrait lui rester 25 comprimés. Il est vide. Elle a dû en prendre trop. Elle est confuse ces derniers temps. C'est pour ça qu'on a besoin de la procuration. Monsieur, nous avons trouvé des signatures falsifiées sur plusieurs documents. Ce n'est pas de la falsification. Je l'aidais à signer des choses. Elle a de l'arthrite. Elle m'a demandé de guider sa main. Ambre est apparue alors, conduite par un autre officier. Ses mains étaient menottées derrière son dos. Elle pleurait, le mascara coulant sur son visage. « Papa, dis-leur » a-t-elle crié. « Dis-leur qu'on aidait juste mamie. » Le visage de Richard s'est tordu. « Ferme-la, Ambre. Tu as dit qu'elle ne se souviendrait pas. Tu as dit que c'était de l'argent facile. Tu as dit. J'ai dit ferme-la. » Toute la famille est devenue silencieuse. 43 personnes debout sur cette pelouse. Tout le monde entendant Ambre jeter son père sous les roues du bus. Tout le monde comprenant ce qui s'était passé. Ma tante Sylvie a craqué la première. Elle a commencé à sangloter, des sanglots forts, laids, déchirants. J'ai vu les papiers. Je les ai vus il y a des semaines. Richard a dit que c'était pour la succession.
Je l'ai cru. Oh mon Dieu. Je l'ai cru. Mon père s'est approché de Richard, son frère aîné. Son visage était de marbre. Comment as-tu pu faire ça à maman? Je ne lui faisais rien. Je l'aidais, je gérais ses finances. Elle ne peut plus se débrouiller seule. Tu la droguais. Tu imitais sa signature. Tu volais tout ce qu'elle avait. Ça aurait été à moi de toute façon. Quand elle mourait, je ne faisais qu'accélérer le processus. Les mots sont restés suspendus là. Accélérer le processus. Comme si mamie était une étape gênante entre Richard et l'argent. Comme si sa vie était quelque chose qu'il fallait presser. Le capitaine Moreau s'est avancé. Richard Durand, vous êtes en état d'arrestation pour abus de faiblesse, fraude, faux et usage de faux, et vol aggravé. Vous avez le droit de garder le silence. Elle a continué à lui lire ses droits pendant qu'un autre officier le menottait. Le visage de Richard est passé du rouge au violet puis au blanc, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. C'est une erreur. C'est une énorme erreur. Je suis son fils. J'ai des droits. Ils l'ont conduit à une voiture de police, l'ont mis sur le siège arrière. Ses yeux ont trouvé les miens à travers la vitre alors qu'il passait. Haine pure, incrédulité pure, rage pure. Il n'avait jamais pensé qu'il se ferait prendre. Il planifiait probablement cela depuis des années, construisant la documentation, créant le récit du déclin de mamie, se positionnant comme le fils responsable s'occupant de sa mère âgée. Il n'avait certainement jamais pensé que la femme de son neveu serait celle qui le ferait tomber. Ambre est allée dans une voiture différente, pleurant toujours, criant toujours. Je ne voulais pas le faire. Il m'a obligé. Il a dit que mamie allait mourir bientôt de toute façon. Il a dit que ce n'était pas vraiment du vol. Les voitures se sont éloignées. Le ruban jaune est resté. La fête d'anniversaire, le gâteau, les ballons, les cadeaux sont restés abandonnés dans une maison qui était maintenant une scène de crime. Sarah est apparue à mes côtés, a passé son bras autour de ma taille. Comment tu te sens? Je ne sais pas, engourdi, je suppose. Je suis désolé. Je suis tellement désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Tu lui as sauvé la vie. J'ai failli ne rien dire. Quand je les ai entendus parler, je me suis presque convaincu que j'avais mal compris, que je surréagissais, que ce n'était pas mes affaires. Mais tu as dit quelque chose. Elle a hoché la tête, a posé sa tête contre mon épaule. Mon père s'est approché. Marc. Sarah. Merci. Si vous n'aviez pas. Il n'a pas pu finir. Il nous a juste serrés tous les deux dans une étreinte. Autour de nous, la famille se fracturait. Certains pleuraient, certains étaient en colère, certains défendaient Richard. Ils ne pouvaient pas savoir. Peut-être que c'était un malentendu. La police surréagit. Ma tante Sylvie n'était pas l'une d'entre eux. Elle parlait au capitaine Moreau, donnant une déposition sur les papiers qu'elle avait vus, les conversations que Richard avait eues avec elle, les fois où il avait empêché les gens de voir mamie, prétendant qu'elle passait une mauvaise journée ou qu'elle était trop confuse pour les visiteurs. J'ai sorti mon téléphone, appelé l'hôpital. Il a fallu 15 minutes de transfert avant que je ne joigne enfin quelqu'un qui voulait bien me parler. Hélène Durand a été admise à 20h27. L'infirmière a dit qu'elle est aux urgences en cours d'évaluation. Êtes-vous de la famille? Son petit-fils. Ne quittez pas. Conversation étouffée, puis une nouvelle voix. Masculine, autoritaire. Ici le docteur Mercier, médecin traitant. Vous êtes le petit-fils d'Hélène Durand? Oui. Marc Durand. Votre grand-mère est stable mais lourdement sédatée. Nous avons fait des analyses sanguines. Les résultats initiaux montrent des niveaux extrêmement élevés de zolpidem dans son système. Nous voyons aussi des signes de déshydratation et de malnutrition. Depuis combien de temps vit-elle comme ça? Je ne sais pas, des semaines, peut-être des mois. Mon oncle était son aidant principal. L'oncle qui a été arrêté. Oui. Eh bien, il l'empoisonnait systématiquement. La dose qu'on lui a donnée garderait la plupart des gens inconscients pendant des jours. Elle a de la chance de ne pas avoir arrêté de respirer. Il a fait une pause. Nous allons la garder cette nuit pour observation, peut-être plus longtemps. Elle aura besoin d'un protocole de désintoxication pour éliminer les médicaments de son système. Et nous aurons besoin d'une évaluation cognitive complète une fois qu'elle aura l'esprit clair.
Mais je peux vous dire tout de suite, quoi que votre oncle vous ait dit sur la démence, ce n'était pas de la démence. C'était une déficience induite par les médicaments. Elle va s'en sortir. Physiquement, oui. Mentalement? Il a soupiré. Ça dépendra de la façon dont elle assimile ce qui s'est passé. Apprendre que son propre fils lui a fait ça. C'est un traumatisme. Un vrai traumatisme important. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, je suis resté là sur la pelouse de la maison de ma grand-mère en essayant de tout traiter. Sarah m'a serré la main. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle va vivre. Mais Richard ne faisait pas que la voler. Il l'empoisonnait. La gardait tellement droguée qu'elle ne pouvait pas penser clairement. Ne pouvait pas questionner ce qu'il faisait. Ne pouvait pas se défendre. Bon sang. Ma cousine Jennifer, la fille de la sœur cadette de Richard, s'est approchée. Elle avait 32 ans. Travaillait comme infirmière. Est-ce que c'est vrai pour oncle Richard? Ouais. Je savais que quelque chose clochait. J'essayais toujours de rendre visite à mamie et il avait toujours des excuses. Elle dormait. Elle passait une mauvaise journée. Le médecin avait dit pas de visiteurs. Je pensais qu'il était juste surprotecteur. Il la cachait toutes ces fois. Il disait qu'elle était confuse, qu'elle posait les mêmes questions, oubliait des choses. Ce n'était pas réel, n'est-ce pas? Le médecin dit que non, c'était les médicaments. Jennifer a couvert sa bouche. Oh mon Dieu! On l'a tous cru. On pensait tous qu'elle déclinait. On avait pitié de lui parce qu'il devait gérer ça. C'est ce qu'il voulait. Je suis infirmière. J'aurais dû le voir. J'aurais dû savoir. Tu lui faisais confiance. Nous tous. D'autres membres de la famille s'approchaient, posant des questions, pleurant, en colère, confus. La fête s'était transformée en autre chose. Une crise, un règlement de compte. Ma tante Sylvie m'a pris à part. Marc, je dois te dire quelque chose. Il y a environ un mois, Richard m'a demandé d'être témoin pour un document, une procuration. Il a dit que mamie voulait signer, mais avait besoin d'un témoin. J'ai signé. Je n'ai pas lu attentivement. Je lui ai fait confiance. Ce n'est pas ta faute. Si. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû m'assurer qu'elle comprenait ce qu'elle signait. J'aurais dû lui parler sans Richard. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste signé. Est-ce que tu l'as vu signer? J'ai vu sa main bouger, mais Richard? Richard tenait sa main, la guidait. Il a dit que son arthrite l'empêchait d'écrire. Je pensais qu'il l'aidait. Il imitait sa signature. Sylvie a recommencé à pleurer. Je l'ai aidé. J'ai été témoin d'un faux. Je vais devoir témoigner de ça, n'est-ce pas? Probablement. Bien. Je veux que tout le monde sache ce qu'il a fait. À 22h30, la police avait fini de traiter la scène. Ils avaient mis tous les documents dans des boîtes, tout photographié, pris les dépositions d'une douzaine de membres de la famille. Le capitaine Moreau nous a dit qu'il montait un dossier qui aboutirait probablement à de multiples accusations criminelles. Combien de temps ira-t-il en prison, a demandé mon père. L'abus de faiblesse est un crime. La fraude est un délit grave. Le vol aggravé aussi. Nous considérons chaque document falsifié comme un chef d'accusation distinct. De manière conservatrice, il risque 10 à 15 ans s'il est condamné. Peut-être plus si votre mère veut aussi poursuivre au civil. Elle le fera, a dit mon père. Une fois qu'elle ira mieux, qu'elle comprendra ce qu'il a fait, elle poursuivra chaque accusation possible. Sarah et moi sommes partis vers 23h, sommes rentrés chez nous en silence, tous deux trop épuisés pour parler. Je n'arrête pas de penser à la fête, a dit Sarah alors que nous entrions dans notre allée. Tous ces gens, le gâteau, les cadeaux, et pendant tout ce temps elle était dans cette chambre du fond, droguée, piégée, probablement effrayée. Elle ne savait même pas que c'était sa fête d'anniversaire. Tu crois qu'elle savait ce qui se passait? Ce que Richard faisait? Je ne sais pas. J'espère que non. J'espère qu'elle était trop confuse pour comprendre. Mais j'ai le sentiment qu'elle savait, à un certain niveau. Qu'elle était consciente que son fils lui faisait du mal, lui prenait des choses, lui faisait signer des papiers qu'elle ne comprenait pas, et qu'elle était impuissante pour l'arrêter. Les 3 mois suivants furent un cauchemar juridique.
Richard et Ambre ont été inculpés de 14 chefs d'accusation combinés. Richard a été libéré sous caution utilisant sa propre maison comme garantie mais avait un bracelet électronique. Ambre est restée en prison. Elle ne pouvait pas payer sa caution de 100 000 €. Le rapport des experts comptables judiciaires était dévastateur. Richard avait volé 847 000 € sur 18 mois. Il avait imité la signature de mamie sur des chèques, fait des virements, vendu ses investissements et empoché les bénéfices. La vente de la maison était la pièce finale, encore 680 000 € qui l'auraient amené à plus de 1,5 million d'euros de vol total. Il avait dépensé la majeure partie, nouvelle voiture, un bateau, dette de jeu, une multipropriété au Mexique. Au moment où la police l'a attrapé, il restait peut-être 200 000 €. Mamie a passé 2 semaines à l'hôpital. La désintoxication a été dure. Elle a eu des symptômes de sevrage, confusion, anxiété, terreur nocturne. Le docteur Mercier a dit que c'était comme sortir d'une beuverie d'un mois. Quand elle a enfin retrouvé ses esprits, quand son esprit fut de nouveau vif, l'évaluation cognitive a montré qu'elle allait bien. Pas de démence, pas de déficit cognitif, juste une femme de 85 ans qui avait été systématiquement droguée par son propre fils. Je lui ai rendu visite le 16e jour. Elle était assise dans son lit, ressemblant plus à elle-même, plus mince que dans mes souvenirs, plus frêle, mais ses yeux étaient clairs. Marc, a-t-elle dit quand je suis entré. Ils m'ont dit ce que toi et Sarah avez fait. Sarah a compris. J'ai juste passé l'appel. Vous m'avez sauvé la vie. Sa voix s'est brisée. Mon propre fils me tuait, et vous m'avez sauvé. Mamie. Richard est venu me voir 2 jours avant la fête, a-t-elle dit doucement. Je n'étais pas aussi drogué ce jour-là. Je pouvais penser clairement pendant quelques heures. Il a apporté des papiers à signer. J'ai demandé ce que c'était. Il a dit planification successorale, pour rendre les choses plus faciles quand je mourrai. Mais j'ai regardé l'un d'eux. C'était un acte de vente. Transférant ma maison à lui. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai refusé de signer. Je lui ai dit que je voulais que mon propre notaire examine tout. Il s'est mis en colère. Tellement en colère. Il a dit que j'étais difficile, que j'étais confuse, que je ne comprenais pas ce que je lisais. Elle m'a regardé. Ce soir-là, il m'a donné des pilules supplémentaires. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Juste du brouillard. Des jours de brouillard. Et quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Il allait tout prendre. Je sais. La police m'a montré tous les documents falsifiés. Mon écriture, mais pas mon écriture. Il s'est entraîné. Il est devenu bon pour copier ma signature. Assez bon pour tromper les banques. C'est fini maintenant. Il ne peut plus te faire de mal. Mon propre fils. Elle a commencé à pleurer. Des larmes silencieuses. Je lui ai donné la vie, je l'ai élevé, je l'ai aimé toute sa vie, et il m'a regardé et n'a vu rien d'autre que de l'argent. Je lui ai tenu la main. Je ne savais pas quoi dire parce qu'elle avait raison. Richard avait vu sa mère comme un obstacle, un inconvénient, un coffre-fort à forcer. L'avocat dit que je peux récupérer la majeure partie de l'argent, a continué mamie. Les banques annulent les transferts. L'assurance pourrait couvrir une partie du reste, mais Marc, l'argent n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je suis seul maintenant. J'avais 2 fils. Ton père est merveilleux, mais Richard? Elle a secoué la tête. Il est mort pour moi. Je ne lui parlerai plus jamais, et ça veut dire que j'ai perdu un fils. Tu ne l'as pas perdu. Il t'a perdu par choix, par ses propres actions. Je n'arrête pas de penser à Ambre. Elle l'a aidée. Ma petite fille. Je la gardais quand elle était petite. Je lui ai appris à faire du vélo, et elle a imité ma signature. Aider son père à me droguer. À me voler. Elle fait face à des accusations aussi. Elle ira en prison. Bien. La dureté dans sa voix m'a surpris. Ils devraient tous les 2 aller en prison. Ils devraient tous les 2 souffrir pour ce qu'ils ont fait. Le procès a eu lieu en mars. Richard a plaidé non coupable. Ambre a accepté un accord, a témoigné contre son père en échange d'une peine réduite. Son témoignage a été dévastateur. Elle a décrit comment Richard avait commencé à planifier cela il y a 3 ans, juste après la mort de grand-père. Comment il avait progressivement augmenté les médicaments de mamie,
créé une trace écrite de confusion et de problèmes de mémoire, s'était positionné comme l'aidant responsable pour que personne ne remette en question son contrôle. Elle a décrit la falsification des signatures au moins 40 fois sur 18 mois. Des feuilles d'entraînement où elle copiait l'écriture de mamie jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Richard regardant par-dessus son épaule, la cochant. Plus tremblant, elle est vieille. Fais en sorte que ça ait l'air plus tremblant. Elle a décrit les faits, comment Richard droguait mamie davantage les jours où la famille visitait, la gardait dans la chambre du fond, disait à tout le monde qu'elle passait une mauvaise journée, tout pour maintenir l'illusion qu'elle déclinait. Et elle a décrit le plan pour cette dernière nuit. La fête d'anniversaire était la couverture. Tout le monde rassemblé, distrait, pendant que Richard faisait signer à mamie les derniers documents dans la chambre du fond. Si Sarah ne les avait pas entendus, si nous n'avions pas appelé la police, ça aurait marché. Le jury a délibéré pendant 4 heures, a reconnu Richard coupable de tous les chefs d'accusation, abus de faiblesse, fraude, faux et usage de faux, vol aggravé, exploitation financière d'une personne âgée. La condamnation a eu lieu 2 mois plus tard. Le juge était une femme dans la soixantaine qui avait clairement vu assez de cas de ce genre. Monsieur Durand, a-t-elle dit, regardant Richard par-dessus ses lunettes. Vous avez systématiquement abusé, drogué et volé votre propre mère. Vous avez fait cela sur une période de 18 mois. Vous avez enrôlé l'aide de votre fille. Vous avez manipulé votre famille entière. Vous avez créé des mensonges élaborés pour couvrir vos crimes. Vous n'avez montré aucun remords, aucune empathie, aucune reconnaissance que votre mère est un être humain méritant dignité et respect. Richard se tenait là, le bracelet électronique à la cheville, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. L'État recommande 12 ans. La défense demande la probation et la restitution. Je vous condamne à 14 ans de réclusion criminelle. Avec une période de sûreté d'au moins 10 ans. De plus, vous paierez une restitution complète à votre mère pour tous les fonds volés estimés à 847 000 € plus les frais juridiques et dommages et intérêts totalisant 1,2 million d'euros. Si vous ne pouvez pas payer, vos biens seront saisis et liquidés. L'avocat de Richard a objecté. Le juge a rejeté l'objection. La sentence a été maintenue. Ambre a pris 6 ans. Elle serait sortie dans 4 avec bonne conduite. Mamie a récupéré sa maison, a récupéré la majeure partie de son argent, a vendu la propriété locative et a placé le produit dans une fiducie gérée par mon père et ma tante Sylvie. Elle a engagé une aide-soignante à temps plein, une femme merveilleuse nommée Maria, qui a emménagé dans la chambre d'amis et s'occupait de tout. Sarah et moi lui rendions visite tous les dimanches.